Ce soir-là, le compartiment du TER était archi-comble, un de ces trains qui, reliant Marseille à un village reculé de Provence, exhalait une odeur prégnante de laine mouillée, de tabac âcre et d'une impatience palpable. Le colonel Henri Dubois se frayait un passage dans la cohue, le son mat de ses bottes impeccablement lustrées ponctuant sa progression sur le sol en lino, ses décorations militaires jetant des éclats de lumière crue, comme pour imposer à tous la conscience de son statut. Ayant servi dans 2 campagnes majeures, il drapait son autorité autour de lui tel un manteau de cérémonie, s'attendant à ce que les obstacles, humains ou matériels, s'effacent naturellement. Près de la vitre, une femme était assise, silencieuse, un livre posé contre sa poitrine comme un bouclier. Son manteau était vieux, le tissu usé jusqu'à la corde aux coutures. La couleur, un bleu marine qui avait dû être vibrant, avait pâli jusqu'à devenir une nuance indéfinissable. Une petite valise gisait à ses pieds. Lorsqu'Henri remarqua le siège inoccupé à ses côtés, son visage se durcit et ses sourcils se froncèrent. « Madame » lança-t-il, sa voix forte et habituée au commandement, fendant sans peine le brouhaha général. « Ayez la bonté de me céder cette place. Votre installation empiète bien au-delà de l'espace qui vous est dû. » Elle releva la tête, manifestement déconcertée, son regard posé mais d'une douceur surprenante. « Pardonnez-moi, mon colonel, articula-t-elle d'une voix claire, identifiant sans peine son grade à son uniforme. « Il me semble pourtant qu'il y a assez de place, ironisa-t-il, sa lèvre supérieure se retroussant dans un rictus dédaigneux. Assez de place pour votre genre, peut-être, mais certainement pas pour un officier supérieur revenant de mission. Un peu de respect, que diable. » Autour d'eux, quelques voyageurs levèrent les yeux, mal à l'aise pour elle, mais nul ne dit mot. La femme marqua une pause imperceptible, puis, avec une dignité tranquille, elle rassembla ses maigres possessions et se mit debout. Elle alla se poster au bout du wagon sans un mot de protestation, abandonnant au colonel le siège qu'il convoitait et qu'il occupa aussitôt avec un soupir d'agacement. Il grommela une réflexion sur la perte des bonnes manières dans la société moderne, avant de déployer son exemplaire du journal Le Monde, érigeant une barrière de papier entre lui et le reste du monde. Un long moment s'écoula, rythmé uniquement par le martèlement monotone des roues sur les rails. À l'arrêt suivant, une bourrasque d'air froid s'engouffra dans le compartiment surchauffé lorsque les portes coulissèrent. La femme, qui était restée debout, déboutonna son vieux manteau et l'enleva. Dessous, elle portait un uniforme d'une coupe parfaite, d'un vert armé soutenu, orné de l'écusson du service de santé des armées qui luisait sur sa manche. Une fine croix d'argent reposait à son cou, et les médailles épinglées sur sa poitrine capturèrent un reflet de la lumière extérieure. Les murmures ne tardèrent pas, se propageant de siège en siège. « C'est le docteur Leclerc, non » chuchota une voix. « La chirurgienne du Sahel » Henri se pétrifia, les yeux fixés sur un article qu'il ne lisait plus, son regard faisant des allers-retours entre l'uniforme de la femme et son visage. Le doute n'était pas permis. C'était bien Sophie Leclerc, ce nom qu'il avait vu sur des rapports officiels, la femme qui avait réalisé des interventions chirurgicales sous le feu ennemi, celle qui avait été citée par le gouvernement français pour son courage héroïque. Elle se tenait là, d'un calme olympien, le visage impénétrable. Leurs regards se croisèrent par-dessus les têtes des autres passagers. Aucune parole ne fut prononcée, mais dans ce silence dense, toute la superbe et l'arrogance du colonel s'évanouirent, le laissant vide et confus. Machinalement, il saisit son képi sur le siège voisin et le posa sur ses genoux, comme si l'objet était soudain devenu trop lourd à porter. Autour de lui, les voyageurs assistaient à la scène, un mélange de gêne et de satisfaction mauvaise sur leur visage. Sophie lui adressa un imperceptible hochement de tête, qui n'était ni pardon ni reproche mais un simple constat, puis elle alla s'asseoir à la place qu'un homme âgé lui cédait avec un respect démonstratif. Le colonel fit mine de se replonger dans son journal, mais les lettres dansaient devant ses yeux. Le train poursuivit sa route, sa mécanique indifférente au drame humain qui venait de se jouer, tandis que la honte s'abattait sur lui, un poids bien plus écrasant que celui de toutes ses médailles réunies. L'anecdote du train se propagea avec une rapidité foudroyante. Le lendemain matin, elle faisait la une de la presse. Un colonel de l'armée de terre humilie une héroïne de la nation dans un TER. Le titre barrait la page, accusateur et sans appel. Une caricature le représentait, le teint cramoisi et la posture raide, face à une docteure Sophie Leclerc à la dignité imperturbable. Chaque kiosque à journaux de Paris étalait sa déchéance. Il relut l'article plusieurs fois, cherchant en vain une inexactitude, une exagération, mais tout était cruellement vrai.
Les témoignages des voyageurs étaient rapportés fidèlement. Il lui a parlé sur un ton inacceptable, comme à une subalterne, rapportait l'un d'eux. Un autre décrivait Sophie comme « l'incarnation d'une classe folle, de ce calme que seules les pires épreuves peuvent forger ». Henri replia le journal méticuleusement, comme si ce geste pouvait contenir les répercussions de son acte. Son café et ses croissants restèrent sur la table de son appartement parisien. Le brouhaha de la ville au klaxon, bribes de conversation, clameurs semblaient amplifier l'écho de son humiliation. Lui qui avait passé sa carrière à recevoir les honneurs se voyait désormais tourné en ridicule. Lorsqu'il arriva à son cercle des officiers dans l'après-midi, un silence glacial accueillit son entrée. Des officiers plus jeunes échangèrent des regards entendus, retenant des sourires en coin derrière leur tasse de café. Le général Michel Fournier, une vieille connaissance de la famille, se contenta d'un signe de tête distant et lâcha, regrettable, cette histoire dans le train. Le colonel tenta de formuler une justification, mais les mots lui manquèrent, tous lui paraissant dérisoires. Durant plusieurs jours, il s'isola, errant dans les rues pluvieuses de Paris, l'esprit obsédé par les mêmes interrogations. Comment lui, un chef de guerre, avait-il pu faire preuve d'une telle bassesse? Et pourquoi le regard de cette femme, si calme, si maître de lui, ni hostile ni clément, l'avait-il plus profondément ébranlé que la fureur de n'importe quel combat? De son côté, Sophie Leclerc s'efforçait d'échapper à la tempête médiatique. N'ayant jamais aspiré à la gloire, cette soudaine notoriété était un fardeau. Le ministère de la Défense la sollicitait de nouveau, lui offrant des conférences, des interviews, un contrat d'édition. Elle refusa tout en bloc. Les héros, ce sont ceux qui tenaient les armes, confia-t-elle à une amie. Moi, je n'avais que des compresses. Un soir d'automne, elle reçut une invitation sur papier cartonné pour un gala de charité au profit des blessés de guerre. Elle s'apprêtait à la jeter lorsque son regard fut attiré par une mention en bas du carton, « Organisation et sécurité sous la supervision du colonel Henri Dubois ». Ses doigts se crispèrent sur le papier. La coïncidence avait des allures de destin, ou d'ironie. Le gala avait lieu dans un somptueux hôtel particulier parisien, dont les murs du grand salon étaient couverts de portraits d'illustres militaires. Une musique classique s'échappait d'un quatuor à cordes, et les uniformes de parade étincelaient sous les pampilles des lustres en cristal. Sophie fit son entrée dans une robe noire d'une grande simplicité, ses cheveux noués en un chignon strict. Sur son passage, la foule s'ouvrit, les murmures reprenant, mais empreints cette fois d'une admiration respectueuse. À l'autre bout de la salle, Henri se tenait près de l'entrée, droit comme un i, le regard scrutant les invités. Lorsqu'il l'aperçut, il eut un mouvement de recul. Il parut un instant vouloir fuir, puis, se ressaisissant, il bomba le torse et s'avança vers elle. « Docteur Leclerc », commença-t-il d'une voix sourde, contenue. « Je tiens à vous présenter mes plus sincères », d'un léger signe de tête, elle l'interrompit. « Vous ne me devez rien, colonel. Le jugement du monde a été rendu. Mais mon propre jugement a été inique, rétorqua-t-il. Et cette honte m'appartient. » Sophie le dévisagea un long moment, son expression toujours aussi indéchiffrable. « Vous avez vu l'image que vous projetiez, dit-elle à voix basse. Il vous appartient désormais d'apprendre à voir au-delà. » Sur ces mots, elle lui tourna le dos et se dirigea vers l'estrade où on l'attendait. Il demeura immobile, seul au milieu des rires et de la musique qui sonnaient désormais faux à ses oreilles. Plus tard dans la soirée, après les discours et les ovations, il la regarda s'en aller, non plus avec le regard d'un homme humilié, mais avec celui d'un homme qui venait de prendre la pleine mesure de la grandeur d'âme d'un autre. Dehors, alors qu'elle montait dans une vieille Citroën 2CV qui l'attendait, le vent souleva les pans de son manteau, et il comprit pour la première fois que l'humilité conférait un grade qu'aucune armée au monde ne pourrait jamais décerner. Plusieurs semaines s'écoulèrent avant que leurs routes se croisent de nouveau. Henri pensait à elle constamment, non pas avec l'amertume d'une offense subie, mais avec la lucidité d'un homme confronté à un moment de vérité qui l'a dépouillé de toutes ses certitudes. Il s'acquittait de ses fonctions avec une application mécanique, siégeant dans des commissions, supervisant la logistique de l'aide aux vétérans, visitant des hôpitaux militaires. Mais partout, l'image de Sophie Leclerc le hantait, le calme de sa voix, la fermeté de son regard. Il apprit par une note de service qu'elle avait accepté de diriger un projet humanitaire, un dispensaire de fortune dans une région rurale sinistrée des Ardennes. La presse décrivait la mission comme vouée à l'échec. La zone était en proie aux épidémies, à la pénurie, aux séquelles d'un ancien conflit. Ses pairs y voyaient une lubie suicidaire, Henri y vit une raison d'être. Ses médailles,
qu'il avait si longtemps portée comme une armure, lui semblait creuse. Un matin brumeux, il se présenta devant le conseil du ministère de la Défense à Paris pour demander sa mutation. « Je désire mettre mes compétences au service de la mission du docteur Leclerc », déclara-t-il, étonné par sa propre audace. À la question du pourquoi, il répondit sobrement, « Parce qu'elle accomplit dans les faits ce que je me suis contenté de symboliser. » Le voyage fut éprouvant, des jours de TER puis de convois militaires à travers les paysages désolés des Ardennes. À son arrivée, l'hôpital n'était qu'un campement de tentes dressées sur un sol boueux. L'air était chargé d'une odeur de désinfectant et de feu de bois. Le personnel, épuisé, s'affairait sans relâche. Au milieu de ce chaos organisé, vêtue d'un uniforme délavé, se tenait Sophie. Elle se retourna en l'entendant approcher. « Colonel Dubois », dit-elle d'un ton égal, comme si sa présence était attendue. « Venez-vous réorganiser la disposition des lits ?» Il esquissa un sourire. Son ton n'était pas méchant, juste factuel. « Non, pas cette fois », répondit-il. « Je viens offrir mon aide. Si vous acceptez. » Elle haussa un sourcil, dubitative. « Les grades ne nous sont d'aucune utilité ici, colonel. Nous manquons de bras. »« Alors je me servirai des miens, » affirma-t-il. Et il tint parole. Les jours suivants, Henri déchargea des caisses, consolida des tentes, transporta des blessés sur des civières, sans jamais se plaindre. Le personnel l'observait avec un mélange de méfiance et de curiosité. Sophie, elle, ne disait rien. Elle se contentait de l'observer, comme pour sonder la sincérité de sa démarche. Un soir tard, alors que le générateur tombait en panne, plongeant le camp dans la pénombre, il la trouva seule, en train de se laver les mains dans une bassine. « Vous aviez raison, » dit-il d'une voix basse. « Sur quoi ? » « Sur le fait que je ne voyais que ce que je projetais de voir. Sur vous, et sur tout le reste, probablement. » Sophie s'essuya les mains en regardant l'horizon zébré par les éclairs d'un orage lointain. « La guerre nous aveugle de curieuse façon, » dit-elle. Certains ne voient plus les autres, d'autres se perdent de vue eux-mêmes. Il eut une hésitation, puis demanda, « Et vous ? Qu'avez-vous perdu ?» Un sourire las se dessina sur ses lèvres. « Du temps. Des amis. Le luxe de pouvoir me mettre en colère. » Un long silence s'installa, seulement troublé par le chant des insectes et le grondement de l'orage qui approchait. Pour la première fois, ils se faisaient face en égaux, débarrassés des oripeaux de leur statut. À l'arrivée du convoi de ravitaillement suivant, elle lui tendit une planchette à pince. « Puisque vous tenez à rester, rendez-vous utile. La tâche est trop grande pour l'orgueil d'un seul homme. » Il la prit sans un mot. Au plus profond de lui, une certitude nouvelle prenait racine. Ce n'était ni de l'admiration ni de la culpabilité, mais un profond respect. Le début d'une possible rédemption. Cette nuit-là, une pluie diluvienne s'abattit sur les toits en tôle de l'hôpital de campagne, un vacarme assourdissant. Le vent hurlait, menaçant d'arracher les tentes. Henri était sur le pont depuis l'aube, aidant à renforcer les amarres et à mettre les provisions à l'abri. Il ne sentait plus la fatigue. À travers le camp, il distinguait la lueur de la tente chirurgicale, où Sophie opérait sans discontinuer depuis près de 20 heures. Lorsqu'elle sortit enfin, son visage était exsangue, maculé de sueur et de boue. Elle arracha ses gants et s'avança sous l'averse, laissant l'eau laver le sang séché sur ses mains. Henri s'approcha sans bruit, lui tendant une tasse de tisane fumante. « Vous devez dormir, » dit-il. Elle secoua la tête. « Le sommeil, c'est pour les vivants. Ici, il y a trop de mourants. » Il insista. « Alors, buvez pour eux. » Son regard se posa sur lui, un vrai regard, et elle accepta la tasse. La chaleur semblait la faire trembler. « Nous n'avons presque plus de morphine, » dit-elle d'une voix blanche. « Le convoi de la capitale est bloqué. S'il n'arrive pas demain, je vais devoir décider qui aura droit aux dernières doses. » Il ne dit rien. Que répondre à cela? L'arithmétique impitoyable du commandement, il la connaissait. Un éclair déchira le ciel, suivi de détonations. Des coups de feu. Ils se retournèrent vivement. Des sentinelles accoururent, criant des avertissements. Une bande de pillards armés descendait la vallée, attirés par les médicaments. La panique se propagea parmi les blessés. La voix de Sophie s'éleva,
nette et précise, dominant le chaos. Évacuer les blessés graves en premier. Les enfants dans les camions. Dubois, les cartes. Il nous faut une route vers le nord. Pendant des heures, ils luttèrent contre la pluie et la peur, évacuant les malades dans la boue. Quand les tirs se rapprochèrent dangereusement, Sophie refusa de quitter la dernière tente. Henri la rejoignit et la trouva près d'un enfant trop faible pour être transporté. « Sophie, il faut y aller !» hurla-t-il pour couvrir le bruit de la fusillade. « Pas sans lui », répondit-elle. Il les prit alors tous les deux, un bras pour soutenir l'enfant, l'autre pour entraîner Sophie. La fumée et les cris emplissaient l'air. Ils parvinrent de justesse à un 4x4 militaire alors que le campement était envahi derrière eux. Ils roulèrent toute la nuit à travers une forêt dense et sauvage des Ardennes, les phares balayant une route transformée en torrent de boue. Au petit matin, le moteur rendit l'âme. Ils étaient seuls, au milieu du silence d'une nature ruisselante. Sophie, assise à côté de lui, était trempée, ses mains agitées d'un léger tremblement, mais son geste était sûr lorsqu'elle ouvrit sa sacoche médicale. Il la regarda, l'épuisement creusant ses traits. « Vous auriez pu m'abandonner. » Un faible sourire éclaira son visage. « Je n'abandonne personne, colonel. Voilà ce qui nous différencie. » Il baissa les yeux, submergé par la honte. La pluie s'était calmée, laissant place à une brume légère. « Plus maintenant, » murmura-t-il. Pour la première fois, le regard qu'elle posa sur lui s'adoucit. Peut-être pas. Ils restèrent assis sous l'abri précaire du véhicule, tandis que la forêt s'éveillait, remplie du bourdonnement des insectes, du chant des oiseaux et de l'odeur de la terre mouillée. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il était devenu vivant, fragile, chargé d'une promesse tacite. Au lever du jour, elle ajusta sur ses épaules son vieux manteau, le même que celui du train, désormais déchiré et souillé, et se leva. « On va marcher, dit-elle. Henri la suivit sans la moindre hésitation. Alors qu'il s'enfonçait dans la brume verdoyante, ce n'était plus un colonel et un médecin qui avançaient péniblement. C'était un homme et une femme qui, après avoir vu le pire l'un de l'autre, entrevoyaient peut-être le début de quelque chose de meilleur.